C'est considérable, et puis il faut savoir que mes collègues je pense qu'il faut leur rendre hommage aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous pression, en fait, c'est médiatisé. Au niveau international, c'est des faits, on va dire que c'est le braquage du siècle. Donc vous avez une pression à chaque strate de la hiérarchie qui est, je pense que le collègue, quand il va se coucher le soir, il pense à son affaire. Le matin, quand il se réveille, il pense à son affaire, parce qu'il sait que derrière, il va y avoir un officier, un supérieur ou un directeur d'enquête qui va lui dire « oui, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on aille bien ». Pourquoi ? Parce que c'est du jamais vu, c'était tellement simple malheureusement à réaliser qu'on a presque honte, et du coup on veut résoudre cette affaire au plus vite. Mais sachez que c'est très difficile, parce que je comprends que ce soit médiatisé, mais plus c'est médiatisé, plus c'est difficile pour les enquêtes. Il y a plus de pression sur Quand vous montez au CAS, vous recrutez des gens, alors on a vu des affaires de homejacking où les commanditaires agissaient depuis une prison, où là ils recrutaient par exemple sur Telegram avec des propositions de fortes sommes, mais là on a l'impression, en tout cas, l'enquête nous le dira, mais on a plus d'impression qu'on tombe sur un peu une équipe à l'ancienne le gars, il va monter, ce qu'il faut, c'est avoir la cible. Une fois que vous avez la cible, là, vous pouvez recruter, soit via un réseau, soit votre entourage proche. Là, il faut quand même être solide et avoir un entourage très, très proche, des gens qui soient spécialisés dans tel, le gars qui va récupérer la nacelle, le gars qui va utiliser la disqueuse, le gars qui connaît les lieux, parce que forcément, il y a quelqu'un qui connaît les lieux, peut-être une complicité, peut-être... Alors, voilà. La procureure a dit qu'il n'y avait pas de complicité interne à ce stade. Tant mieux. C'est ce qu'elle a dit hier. Voilà, donc tant mieux. Donc les choses évoluent. Hein. C'est encore plus grave. Enfin, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait du repérage, parce que vous n'arrivez pas comme ça, vous passez, tiens, cette fenêtre-là, ah bah tiens, on est tombé sur les jeux de la cour. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la personne savait que c'était pas sécurisé, parce que sinon, il n'aurait pas pris un tel risque. On les cherche encore, les bijoux. Hein, donc, excusez-moi, mais c'est pas facile. Hein. Le gars, il suffit qu'il panique, il le jette dans la Seine. Voilà, et c'est ceux qui le disent, qui s'engagent, qui doivent. C'est pas à nous en tout cas, on s'engage pas. Ça, on va tout faire pour les retrouver, mais ça va être extrêmement difficile, parce que si c'est un commanditaire de l'étranger, si jamais c'est des, je l'avais dit d'ailleurs, ça peut être soit des opportunistes mais qui ont un minimum de métier. Là, ça va être peut-être plus difficile de remonter jusqu'au bijou. Oui, il semblerait des individus qui sont fichés, comme vous l'avez dit, Tanguy, au grand banditisme. Là, encore une fois, on disait bravo à la BRB pour le Louvre, mais là, bravo à la BRI. Parce que avoir sur une affaire comme ça, 0 collègue blessé, 0 victime sur place blessée, 0 auteur présumé blessé, c'est quasiment infaisable. Donc bravo à eux. Et puis on constate quand même qu'on tombe dans une période hivernale où on recommence à retomber c'est une période où il y a beaucoup de vols à main armée. Pourquoi ? On sait ? Ça a toujours été comme ça. L'été, c'est les cambriolages. Et puis l'hiver, l'hiver, mais c'est de plus en plus tôt. Avant, c'était vraiment au mois de décembre. Là, à partir d'Halloween, dès qu'on peut commencer à porter un masque ou autre chose, automatiquement, les gens profitent de la situation. Je ne savais pas qu'il y avait une saisonnalité. Oui, après, pour les policiers, oui, ça, par contre, ça a toujours existé. On l'a vu dans beaucoup d'affaires depuis une 25 ans à peu près. Les individus arrivent à se procurer des gilets pare-balles police, des brassards police, et en fait, ça leur permet à eux déjà l'effet de surprise, mettre en confiance les victimes présumées, mettre le doute dans la tête des forces de l'ordre aussi. Mais bon, la BRI a été beaucoup plus fort qu'eux. Depuis l'affaire Naël, le policier il hésite vraiment 10 fois, même s'il sait qu'il est dans son bon droit, à sortir son arme. Et c'est pour ça que je dis bravo, en fait. C'est ça qui est difficile. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, que vous soyez policiers, gendarmes, RATP, parce qu'ils sont armés aussi, les gens SNCF, police municipale, tout le monde on est obligé d'armer tout le monde, parce que la police ne peut plus être partout maintenant, malheureusement. Et donc, du coup, il faut que les gens aient conscience qu'aujourd'hui, pour un policier, on réfléchit, parce qu'en fait, on voit sa vie de famille. Avant, on voyait sa vie propre défiler. On se dit, je suis en légitime défense ou je ne suis pas en légitime défense. Et là, on voit sa carrière, on voit ses enfants, on voit sa femme. Donc aujourd'hui, je vous dis, comme vous l'avez dit, je pense qu'il va falloir faire attention, parce qu'on est vraiment à un tournant important dans notre société où le collègue, il va peut-être dire, ah bah tiens, j'y vais pas. Et ça, là, le jour où ça va arriver, ça va être très compliqué. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On rend hommage au travail si on compte, parce que le problème, c'est qu'on parlait du Louvre tout à l'heure. Il y a des raisons objectives. Enfin, moi, il y a des raisons pour lesquelles je pourrais comprendre que des policiers n'y aillent pas, parce que on voit. Oui, mais ils le font pas, Louis. Oui, bah moi, je peux vous dire, j'ai des amis policiers qui me disent non, ils y vont, mais ils sortent pas forcément leur arme à feu, parce qu'ils savent très bien que s'ils sortent leur arme à feu, c'est l'IGPN, ils dorment le soir en garde à vue. Peut-être qu'ils seront pas soutenus. Et parfois ils se disent on préfère louper le truc. Et des fois on n'est pas respecté aussi, monsieur, quand vous voyez le Louvre, excusez-moi, mais je reviens dessus, mais quand j'entends, je sais plus, je crois que c'est la directrice du Louvre qui dit c'est bon, c'est réglé, on va faire des mesures urgentes, sauf si j'ai mal compris, on va créer un commissariat au Louvre. Non mais ça c'est vraiment le manque de respect ultime de la police nationale, en tout cas sur
sur mon rayon d'action, c'est-à-dire l'Île-de-France. Aujourd'hui, on voit des images toutes les semaines à Châtelet avec des décès, des policiers à terre qui se font défoncer par 3-4 individus parce qu'ils viennent à un concert gratuit, d'autres qui viennent acheter du riz, pareil, Châtelet sans dessus-dessous, qui est à 200 mètres du Louvre. Excusez-moi, la priorité, c'est de renforcer déjà les commissariats parisiens avant de créer un commissariat à l'eau. Et il y a un moment où il va falloir peut-être nous demander notre avis, à nous, policiers, pour ces créations, mais c'est tout à fait ça. C'est pas que je vous dis, quand on me dit on va créer un commissariat au Louvre, j'insiste là-dessus, mais j'ai un moment, on nous dit de prioriser les atteintes contre les personnes. Et là, depuis le Louvre, là, les gens, sans nous consulter, nous, que ce soit les représentants du personnel policier ou les policiers, on est dit, bon, bah maintenant, on va peut-être mettre un commissariat. Non, mais ça a été complètement exclu par la police de Paris. Il l'a tout de suite dit, M. Faure. Je pense que c'est même pas en rêve. Voilà, donc, j'espère bien. Vous voyez, pour le coup, ça, c'est important. On attend un soutien de notre hiérarchie, de dire à un moment, attendez, les policiers ne peuvent pas tout faire. Il y a ceux qui nous aident à... Moi, je trouve que ce qu'il y a de positif depuis 10 ans maintenant, c'est que j'ai l'impression que les gens commencent à nous comprendre. On a eu un épisode avec les Gilets jaunes où les gens franchement, nous comprenaient pas ou ne nous aimaient pas. Parce qu'en maintien de l'ordre, on agit sur instruction, donc on suit les instructions. Et du coup, on avait cette mauvaise image. Après, il s'est passé aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de voir des images terribles, d'avoir des faits divers, même maintenant des faits de société, 15 000 forces de l'ordre qui ont été blessées l'année dernière. Je veux dire, à un moment, aujourd'hui, on s'est rapproché de la population. Je pense qu'elle a pris acte et elle sait qu'on lâchera pas, en fait, et qu'on est, je pense aussi, le dernier rempart, comme vous avez dit. La digue c'est très fragile, mais on est toujours là. Et c'est vrai qu'il y a des politiques aujourd'hui qui font une généralité. La police est raciste, la police est violente. Elle tue les racisés même. C'est ce qu'ils ont mais c'est à cause de ces gens-là, en fait, que les jeunes, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou ils ont un doute, ils brûlent des voitures. Franchement, moi je vous le dis, moi je viens de banlieue, c'est à cause de ces gens-là. Alors que non, la police, elle a l'image de la société et plus ça peut aller l'image de la société, ça les dérange. Moi, pour le coup, moi je l'apprends parce que pour moi, on ne paye pas en espèces, j'ai jamais vu. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est par virement. Pour ceux qui ont le droit à la CAF, c'est la CAF qui fait directement le virement. Et la personne qui peut prévaloir de ses droits le fait elle aussi via son compte en banque. Maintenant, après c'est logique, mais avant ça, je pense que le gros problème qu'on a en France dans tous les domaines, et notamment la sécurité, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui profitent du système. Les gens dans les quartiers nous le disent. C'est-à-dire qu'il y a de la sous-location. Nous, vous savez qu'on a une sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière. On pense qu'on attaque que l'immigration. Mais aussi, on s'occupe des migrants qui, eux, sont mal logés. Nous, on a des dossiers, notamment beaucoup, on a un service qui est dédié à ça dans Seine-Saint-Denis, où le nombre de personnes, des gens qui vivent dans des cabanes de jardin, qui n'ont pas de papier, et on lutte contre ces marchands de sommeil. Ils vivent dans des cabanes de jardin, ils payent 1 000 euros. 1 000 euros en espèces. Donc je pense qu'avant de s'attaquer à ça, il faudrait peut-être s'attaquer aussi à ça. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi il faut savoir une chose, c'est très simple. Un gars j'ai été confronté plusieurs fois à ce type d'individu, un gars qui contrôle un point stup, quand il vit dans son quartier, il est intouchable. Il a les moyens de s'acheter 1, 2, 3, 4, 5 pavillons. C'est pas le problème. Il trouvera toujours quelqu'un pour l'acheter au black ou autre, ou un prête-nom. Mais une fois qu'il est sorti de son quartier, il sait qu'il est plus en sécurité. Entre les bandes rivales, les forces de l'ordre, il sait qu'il n'a aucune chance. Donc en fait, c'est pour ça. C'est pas pour profiter du RSA ou autre. Je pense que c'est plus profond. C'est juste en fait qu'ils veulent rester, et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, ils occupent tout le terrain. Ils achètent les murs des commerces. Des fois, ils occupent des logements sociaux, ils sous-louent. Mais en tout cas, l'avantage de rester dans le quartier, c'est qu'ils contrôlent leur propre vie. Parce que sinon, nos business, ils peuvent plus... Dès qu'on le voit souvent sur Aulnay, par exemple, et Sevron, où il y a une vraie guerre, c'est un des points les plus sensibles sur l'Île-de-France, où il y a une vraie guerre de territoire par rapport à des points stup, parce que ça rapporte beaucoup. Mais les individus, quand ils habitent sur place, c'est beaucoup plus avantageux pour eux pour contrôler le point stup. Et surtout, ils sont en sécurité, ils sont quasiment intouchables. Vous imaginez, moi j'ai souvent posé la question, et je me la pose encore toujours, une brigade des stupes, je ne sais même pas comment elle fait pour faire une surveillance sur un quartier, parce qu'en fait, civil, tenue, on vous voit tout de suite. On nous démasque tout de suite. Moi, une fois, ça m'est arrivé sur une tentative d'homicide. J'étais à la Goutte d'Or dans un café. Au bout de 10 minutes, j'étais originaire de Champigny, mais
Je suis arrivé, j'étais en civil, les gars, ils sont venus à 5 sur moi. Ils m'ont... Pourtant, voilà, je suis basané, ils m'ont reconnu tout de suite. Ils sentent le truc, ils savent que le gars, il n'est pas du quartier, ils le sentent. Et ils sont très, très vigilants et très méfiants. Et là, vous parlez de Paris intramuros. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, la Goutte d'Or, c'est Paris intramuros. Oui, c'est Paris intramuros. Dans un café, j'ai tenu 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ils m'ont levé, les gars. Donc, impossible. Donc, ce que je vous dis, c'est dans ces quartiers-là, c'est le seul endroit où ils sont en sécurité. Parce que pour nous, même aussi, s'ils sont dans un pavillon, c'est plus facile pour monter à la perquise, pour interpeller. C'est beaucoup plus simple pour noter les allées et venues. Alors que dans les quartiers, c'est difficile. Ils ont tout, ils ont les nourrices, ils ont tout sur place. Il y a une vingtaine d'années, quand je parle de l'importance des élus, ils nous soutenaient plus. Et nous, on avait justement beaucoup de collègues. Moi, le premier, on avait un accès facilité dans les logements sociaux pour justement... les gars, ils savaient. On n'était pas vus de la même façon aujourd'hui. Il faudra avoir du courage. Mais voilà. En tout cas, nous, on n'a pas. Et on devrait, je pense, avoir, nous, policiers, un parc beaucoup plus important de logements sociaux. Ça arrangerait tout le monde, en fait. Les gens du quartier seraient contents d'avoir des policiers sur place. Et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que nous, on a très peu de pouvoir d'achat. Et en Ile-de-France, la vie, elle est très difficile. Et pour se déplacer, les collègues, ils sont obligés, du coup, pour leur sécurité, d'habiter à au moins 50 km, voire après la grande... 50 km de leur lieu de travail. Bien sûr, parce que quand Non, mais un policier, aujourd'hui, il ne peut pas payer un loyer d'un logement privé à Paris. Et aussi, il se fait repérer. Mais c'est le cas des infirmières, c'est le cas des profs aussi. Oui, exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça touche tout le monde. Mais après, je ne suis pas syndicat des infirmières. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est facile de taper sur l'épaule des policiers et de dire bravo, mais à un moment, il faut faire quelques gestes. Et je pense que ça en ferait partie. Améliorer le parc de logement pour les fonctionnaires de police. Après, c'est vrai qu'ils s'éloignent aussi du lieu où ils travaillent pour ne pas être reconnus et pour ne pas mettre leur famille en danger. Oui, mais en fait, c'est un ensemble. Si vous remettez les policiers sur le terrain, si vous remettez une police de proximité, une police de sécurité au quotidien, voilà, chaque parti l'appellera comme il veut, et on nous dit, maintenant, vous retournez dans les quartiers, on vous donne ça. Il y en a, ils vont faire de la répression, de la dissuasion, de la prévention. Ouais. Et puis après, on pourra réhabiter de nouveau dans ces quartiers-là. Il n'y a pas de problème.